Un voyage au cœur de la Chine contemporaine, une balade dans les œuvres phares de Van Gogh et une projection dans un Paris futuriste en 2119. Voilà pour le programme, bienvenue dans l'affiche. Pauvreté, criminalité, amour et mutation de la Chine sont les thèmes récurrents dans les films de Jia Zhangke. Le réalisateur chinois, longtemps censuré par Pékin, est de retour avec Les Éternels, sélectionnés au dernier Festival de Cannes. Lucie Barbazange a rencontré l'équipe du film. Loyauté et droiture, les deux valeurs de la pègre chinoise. Xiao menait une vie tranquille jusqu'à ce qu'elle rencontre Bin. Une histoire de fidélité, fidélité en amour, à des valeurs, peu importe les conséquences. Pour moi, ce qui accompagne les changements du personnage de Xiao, c'est l'amour qu'elle a pour le personnage de Bin. Tous les choix qu'elle va faire, d'acceptation d'une certaine réalité, c'est du fait de cet amour. Comme par exemple au début, lorsqu'elle décide de prendre le revolver. Un sacrifice qui mènera Xiao en prison, où Bin ne viendra jamais la voir. Les Éternels est un voyage dramatique en 3 actes. Il emmène aux 4 coins d'une Chine en profonde mutation, à travers de superbes plans larges, signature du grand réalisateur chinois Jia Zhangke. Au début, les deux personnages de Xiao et Bin sont régis par des valeurs traditionnelles communes. Dans un monde masculin, incarné par Bin, ces valeurs vont être mises à mal au profit de l'argent, du pouvoir, quitte à abandonner ce qui l'avait fait grandir sur le plan humain. Quant à Xiao, elle opte pour mettre en avant l'amour. Quoi qu'il arrive, elle suit les principes de la Chine ancienne, et en ce sens-là, elle est une éternelle. Jia Zhangke dresse le portrait d'une femme indépendante, une femme forte, tout à fait dans son époque. Comment imaginez-vous la ville lumière dans 100 ans? Réponse de l'auteur de bande dessinée ZEP et du dessinateur Dominique Bertaille dans Paris 2119. Elle sera désertée, ultra-technologique et déshumanisée. Mais tout n'est pas si sombre. C'est ce que nous disent les deux artistes que nous avons pu rencontrer. Drone à tous les coins de rue, hologramme, cabine de téléportation, bienvenue à Paris en 2119. Ce portrait de la ville lumière et de notre société dans 100 ans est signé de 2 grands noms de la bande dessinée. Au dessin, Dominique Bertaille. Au scénario, Zep, le papa de Titeuf. Ils imaginent un monde futuriste où les humains se téléportent, se clonent et sont tous fichés. On vit dans un Paris qui est toujours Paris. Enfin, la ville n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'elle est déserte. On est dans un Paris vraiment coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il fait gris et il pleut, et des zones qui sont préservées dans le Paris plus muséal, où là on est dans des cloches de lumière, où il fait beau, il n'y a pas de pluie, et c'est le Paris qui est restauré, qui est le Paris des riches, et le Paris un peu laissé pour compte, qui est un petit peu plus déglingué. Le héros, Tristan, est un nostalgique d'une époque moins technologique. Sa compagne Chloé, elle, ne l'est pas. De son trait précis et réaliste, Dominique Bertaille aime jouer sur les paradoxes de ce Paris futuriste. Il y a une tonalité assez pluvieuse qui est proche du film noir, et le glamour aussi, d'essayer de faire des personnages qui soient beaux. Ça a l'air bête, mais c'est pas une évidence, surtout dans la bande dessinée. Des dessins éclatants, proches de la peinture, et des textes percutants pour montrer les dangers que peuvent représenter les nouvelles technologies et pointer le risque de déshumanisation. Je pense que c'est peut-être plus productif d'avoir une vision pessimiste pour créer un état d'inquiétude qui pousse peut-être à réagir. Moi, je suis plus optimiste que Dominique. Non, mais je reste un peu naïvement utopique par rapport à l'évolution humaine. Je pense qu'on a potentiellement la possibilité de sauver l'affaire. Et ce qui pourrait bien sauver l'affaire, nous dit Paris 2119, c'est l'amour, l'érotisme et la nature, rempart poétique au tout virtuel.
Une promenade au milieu des tournesols et sous les célèbres constellations de Van Gogh. Les œuvres de l'artiste prennent vie à l'Atelier des Lumières à Paris, une immersion dans l'œuvre du maître de l'impressionnisme que nous fait partager Éric Cornet. C'est une performance artistique d'un nouveau genre. Une expérience sensorielle, plongée dans l'un des univers les plus fantasmés de l'histoire de la peinture, grâce à la magie de l'art numérique. Tout se passe dans cette ancienne fonderie, au cœur de Paris. Un hangar de béton sans charme apparent, mais capable en un éclair de s'habiller de lumière. Grâce à 140 projecteurs tapis dans l'ombre, chargés de couvrir d'images les 5000 mètres carrés, sol compris, et pilotés à partir d'un simple ordinateur, via un logiciel développé en France. C'est l'idée d'avoir un espace qui est en volume et de le recouvrir comme si c'était vraiment un écran. Alors il peut être plat comme un mur, mais il peut être aussi arrondi. Et projeter une image sur un mur arrondi sans qu'elle ne paraisse déformée nécessite beaucoup de calculs. En fait, nous, notre boulot, c'est de faire des déformations pour qu'il n'y ait pas de déformation sur les volumes. Le show intègre plus de 500 tableaux. La matière première, qu'il a fallu aller chercher là où elle se trouve, dans les musées d'Amsterdam notamment. Objectif, réaliser des photos de très haute définition. Impératif pour saisir chaque détail et donner vie à l'œuvre de Van Gogh, en animant par exemple un à un ces oiseaux ou cette lanterne. Faire interagir les tableaux entre eux, selon une scénographie imaginée par ce spécialiste des expositions immersives. Devant lui, devant ses yeux, l'eau, elle n'était pas statique comme elle peut être dans la peinture. Donc voilà, on essaie effectivement de reproduire un peu aussi ce que lui peut voir. Titiller les sens, les émotions, pour une autre approche de l'art, plus sensorielle que pédagogique, avec à la clé une ambition, celle d'amener de nouveaux publics à s'intéresser à la peinture. Autre exposition d'un autre grand nom du monde de l'art, Alexander Calder, le sculpteur américain célèbre dans le monde entier pour ses mobiles colorés. Le musée Picasso le met à l'honneur jusqu'à cet été. Marie Bérurier nous dit tout de celui qui a introduit le mouvement dans la sculpture. Presque tout le monde connaît les mobiles de Calder. Avec ses formes géométriques qui flottent dans l'air, cet Américain inclassable est devenu le sculpteur le plus célèbre du XXe siècle. Avant Calder, la sculpture c'était ça, des pièces monumentales en bronze et des socles. Calder, lui, va inventer la sculpture en mouvement. Ces mobiles pèsent à peine quelques kilos et non seulement ils bougent, mais pour la première fois, regardez, le visiteur agit sur la sculpture sans la toucher comme Calder, avec un ventilateur. Comme un apprenti sorcier, Calder donne la vie à ses mobiles. Il les anime à son gré. Moi, je suis tombé sur l'idée de vent qui fait les choses. Et ça marche. Alors, comment Calder a eu l'idée des mobiles? En fait, pour lui, un mobile, c'est une peinture qui bouge, de la 2D à la 3D, comme ça. Et pour arriver à cette impression de légèreté et d'équilibre, ce bricoleur de génie est ultra précis. Chaque pièce est fabriquée au millimètre et la structure ne doit rien au hasard. Quand on regarde bien les mobiles aussi, on se rend compte que le point d'accroche est rarement au centre et que ces mobiles sont eux-mêmes constitués de plusieurs embranchements qui sont indépendants. L'art de Calder, c'est toujours poétique. Et même quand après les mobiles, il invente ces gigantesques stabiles, ça ne bouge plus, mais ça reste magique. Et on se quitte avec des images de haute couture. C'est l'un des défilés phares de la Semaine de la mode. La maison Dior a présenté sa nouvelle collection au musée Rodin à Paris. Pour découvrir quelle sera l'allure selon Dior en 2020, regardez ces images. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations culturelles, rendez-vous sur notre site france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.